Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour un compte rendu lecture. Oui, je vais vous présenter aujourd'hui tout ce que j'ai découvert pendant le mois de septembre et honnêtement c'était très intéressant, pas forcément toujours positif, mais en tout cas intéressant, ça c'est sûr. Par rapport au mois de juillet et août où j'ai très peu lu, là j'ai retrouvé mon rythme et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc allons-y tout de suite pour le premier roman de ce mois de rentrée. J'ai enfin lu La Faucheuse, tome 2, Thunderhead, de Neil Shusterman, je suppose. Ça faisait très longtemps que je voulais lire ce second tome parce que le premier, je sais pas si vous en souvenez, m'a été un énorme coup de cœur. C'était une excellente saga jeunesse, enfin en tout cas un excellent début et j'avais extrêmement hâte de voir la suite. Je l'ai lu et je vous lis d'abord le résumé, je vous situe un petit peu l'histoire après. Les humains apprennent de leurs erreurs, moi pas. Je ne commets jamais d'erreurs. Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne peut qu'observer et il n'aime pas ce qu'il voit. Alors, je l'ai trouvé très intéressant. L'histoire originale, en fait, c'est que nous sommes dans le futur, hein, bien longtemps après nous, et c'est un ordinateur géant qui gouverne la planète. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le premier, c'est que pour une fois, l'ordinateur n'était pas dépeint comme quelque chose de négatif. C'était pas une intelligence artificielle qui voulait nous tuer, etc., ou qui même avait pris un peu trop la grosse tête. C'était quelque chose de positif, l'humanité était reconnaissante, tout le monde était en paix, enfin en gros, il y avait que du positif par rapport à ça. En fait, ce que je trouve génial, c'est que le premier s'autosuffisait. Enfin, franchement, il y avait une intrigue géniale avec deux personnages principaux que j'ai adoré. Mais en fait, avec ce second tome, on se rend compte que le premier n'était vraiment qu'une grosse introduction à quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus poussé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. La seule chose qui m'a un peu dérangée, c'est la fin de celui-ci. Voilà, parce que ça se finit sur vraiment genre... Et qu'est-ce qui nous attend par la suite? Et ça me frustre un peu. J'aurais aimé une fin aussi nette en fait que pour le tome 1. La fin du tome 1, elle s'autosuffisait en fait. On avait envie d'en savoir plus parce que l'univers était génial, mais il n'y avait pas de suite forcée. Là, si. Là en fait à la fin du 2, on est vraiment en mode il me faut le 3 quoi. C'est obligé et ça ne s'autosuffit pas. C'est un petit peu ça qui m'a dérangé, mais c'est du chipotage. Sinon le roman lui-même est vraiment bon. L'histoire est très bien racontée, les personnages très intéressants. J'ai un peu eu plus de mal avec les personnages principaux, donc il y a un garçon et une fille qu'on suit principalement normalement. Le garçon est un peu moins bien traité, je trouvais, il est un peu trop rebelle, enfin voilà, il y a moins de profondeur que dans le premier et il se met dans des situations un petit peu stupides tout seul, donc des fois t'as un petit peu envie de le secouer, mais bon après c'est du chipotage encore une fois, c'est plus un point de vue personnel, la relation affective avec le personnage que ça m'a un peu chafouiné, mais les personnages en tout cas sont extrêmement bien creusés, on est content de les retrouver, on est content de les voir évoluer, principalement Anastasia, donc l'héroïne principale que je trouve géniale, vraiment géniale, qui a un sacré caractère, qui est courageuse, qui est humaine en même temps, enfin qui est très touchante, mais pour moi, le vrai coup de cœur de ce roman-là, c'est le Thunderhead, l'ordinateur. Vraiment. L'ordinateur, en gros, alors je vous montre vite fait comment c'est situé. Vous voyez, donc les chapitres sont comme ça, voilà, donc normal, hein, et en fait le Thunderhead, il parle dans ces chapitres-là. Donc entre chaque chapitre, vous avez une page ou deux du Thunderhead, qui vous donne un peu son point de vue de la situation, en fait, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il ne peut pas faire, parce que, comme c'est dit dans le résumé, il y a des affaires humaines dans lesquelles il n'a pas le droit d'intervenir. Et en fait, il a une dimension humaine à la fin, qui est incroyable. Le travail fait sur ce robot, mais sur cette intelligence est incroyable. C'est clairement le gros point fort de ce bouquin. Dans le premier, c'était l'univers créé et les deux personnages principaux. Dans celui-là, pour moi, c'est le Thunderhead. Les personnages principaux deviennent personnages secondaires tellement cette intelligence artificielle est incroyablement touchante et incroyablement humaine au final. Et la fin est incroyable pour ça. Enfin, moi, la fin, j'ai fermé le bouquin, j'étais en mode... Je me rappelle parce que genre il me restait quoi 15 pages et je devais aller manger et j'ai dit au gars que je fais mais tu me laisses mes personnages dans la merde, me laisse pas comme ça, j'ai bouffé super vite pour y retourner et la fin m'a scotché. Le Thunderhead pour moi est un personnage à part entière et c'est le bouquin, c'est l'essence du bouquin et j'ai trouvé cette prise de risque de la part de l'auteur vraiment intéressante parce qu'en fait on se détache du premier tome quand même. Le premier tome on est vraiment avec Anastasia et le garçon dont j'ai le nom qui m'échappe que je vais vous marquer là parce que ça m'énerve de pas me rappeler, mais on est vraiment avec ces deux personnages là, on les voit évoluer, on comprend la société mais surtout on est vraiment axé sur eux, donc forcément quand tu achètes le second tome tu te dis bah je vais les retrouver et en fait tu les retrouves certes mais tu retrouves également d'autres personnages et de nouveaux personnages également qui pop auxquels tu t'intéresses du coup, avec lesquels tu passes du temps et surtout le Thunderhead a une place beaucoup plus importante et centrale même au niveau de ce roman et j'ai adoré et je trouve que c'est une saga que je trouvais vraiment géniale à la base et maintenant je trouve qu'elle est plus géniale, elle est limite grandiose. Franchement, le côté
Sortir de sa zone de confort pour partir vers quelque chose de plus grand, c'était sacrément courageux de la part de l'auteur, je trouve, et pour moi c'est totalement pertinent. Enfin, autant au début j'étais un peu en mode what, où est-ce qu'on va, je n'ai plus mes repères, et en fait j'ai adoré. Franchement, le Thunderhead est vraiment un des personnages les plus poussés que j'ai pu voir jusqu'à présent. J'espère que le tome 3 sera à la hauteur parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens, et j'aimerais qu'on évite certains clichés par rapport justement à l'intelligence artificielle, mais je le lirai évidemment, et j'ai une grosse affection pour cette saga, vraiment, je vous la conseille. Le premier tome est vraiment génial et le second est très intelligent, donc c'est une saga que je peux conseiller à tout le monde. Alors c'est du jeunesse, hein, mais honnêtement on s'en fout. Il faut arrêter de se limiter aux catégories des bouquins, c'est un livre qui plaira également aux adultes qui aiment ce genre d'univers tout simplement. C'est futuriste, c'est intelligent, c'est que du bon. Franchement j'ai adoré. J'ai reçu un petit roman tout mignon de la part des éditions Akata, Le pâtissier de mes rêves. Alors au départ je pensais que c'était un manga, et en fait non, c'est un roman, enfin c'est un manga en roman, je sais plus, roman graphique, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est très très mignon, donc je voulais le résumer tout de suite. Ce jour-là, tout aurait dû bien se passer pour Miyu. Hélas, lors de son rencard, la lycéenne se fait larguer. Dépitée, elle décide de se consoler en s'adonnant à son passe-temps préféré, manger des gourmandises. Ses pas l'amènent à l'entrée d'une pittoresque pâtisserie, dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Pénétrant dans le mystérieux établissement, elle constate avec stupeur que le beau Hayato y travaille. Camarade de lycée connu pour sa froideur sans égale, ce dernier s'avère surtout être un apprenti pâtissier de talent, dont les créations effacent les soucis de tous ceux qui les goûtent. Se découvrant un intérêt commun, Miyu et Hayato deviennent amis. Ils ne savent pas encore que la recette de l'amour est peut-être déjà en train de leur préparer des tours. Alors, l'histoire est très mignonne. Alors, il y a des points... en fait, j'ai beaucoup aimé le rapport à la pâtisserie. Je vais essayer de vous trouver... Il y a pas mal de fiches qui sont faites sur la pâtisserie justement, voilà par exemple ça. En fait chaque chapitre, enfin chaque partie de l'histoire importante est axée sur une pâtisserie. Par rapport à la bouffe c'est génial, ça te donne envie de bouffer 50 gâteaux. Maintenant par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que elle est mignonne, enfin bon, elle est pas plus creusée que ça non plus. Et par contre lui je ne le supporte pas. Alors oui, c'est un mec seul qui a des ambitions, il est torturé. Enfin c'est pour le coup, voilà, c'est le stéréotype dans les histoires, dans les shoujo, je crois que c'est shoujo qu'on dit. C'est le mec froid, distant, cul quoi, le mec cul qui daigne d'accorder un peu d'importance à l'héroïne. Mais il est méprisant jusqu'au bout en fait. Et il y a vraiment à la toute fin où vraiment il fait un petit effort, mais c'est vraiment tout petit. Enfin en gros il est gentil. Enfin non, en gros il est même pas gentil, juste il réalise que peut-être il a des sentiments pour elle. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait il n'y a pas forcément de dimension romantique. Bon, on comprend que de temps en temps il y a un malaise genre du côté de l'héroïne en mode mais il flirte ou pas là, qu'est-ce qu'il fait, mais il n'y a pas de premier béco, il n'y a pas de romance à proprement parler, c'est plus une histoire d'amour avec un grand A. Moi je l'ai pris comme ça. Du coup en tant qu'amitié ça me touche, c'est à dire que si à la fin parce que c'est pas clair du coup, mais si à la fin voilà ils ont une amitié solide entre eux et ils ont besoin l'un de l'autre, je trouve ça touchant. Si par contre faut qu'il en naisse de l'amour, je trouve ça en trop, voilà, parce que le mec est clairement chiant, vraiment. Bon, la fille, évidemment, la fille est dépeinte comme un peu cucu, mais en même temps, elle est passionnée par la nourriture, elle a un très bon esprit d'analyse par rapport à ce qu'elle mange, et c'est leur point commun en fait. Donc ça, c'est très touchant, l'histoire est originale, et c'est bien amené, la complicité qui naît petit à petit entre eux, etc., est pas mal. Maintenant, lui, pour moi, c'est le gros point négatif en fait. Ils l'ont vraiment fait en mode, il est relou à l'extrême, et il n'y a pas de moment touchant. Et ce qu'ils essaient de rendre touchant, moi ça m'a pas touché. Enfin voilà, donc moi c'est pour ça que tu veux m'en faire une histoire d'amour, je vais te dire non, non c'est pas possible. Par contre tu veux m'en faire une histoire d'amitié où ils apprennent l'un de l'autre, là oui. Et là un grand oui même. Donc je suis contente que le roman n'ait pas de fin définie, genre tu sais pas exactement ce qui se passe par la suite, parce que tu peux imaginer ce que tu veux, et bah moi je préfère imaginer une belle histoire d'amitié où ils grandissent l'un l'autre et où ils s'apportent beaucoup mutuellement, et peut-être qui sait, dans quelques années quand il aura mûri et qu'il arrêtera d'être un sale cul, peut-être une histoire d'amour, mais pour le moment une histoire d'amitié où ils bouffent des gâteaux, moi ça me va très bien. En tout cas à lire c'était très sympa, ça se lit rapidement, c'est agréable, c'est frais, je valide. Alors, j'ai reçu un autre manga, cette fois-ci c'est un manga des éditions Akata, Mon père alcoolique et moi. Alors c'est moi qui en ai fait la demande, c'est-à-dire qu'en fait normalement Akata m'envoie de temps en temps un mail avec les nouveautés qui vont sortir chez eux, et je leur envoie un mail en disant je suis intéressée ou pas. Celui-là quand j'ai vu qu'il était annoncé, j'ai fait je vais absolument lire, parce que bon vous devez peut-être le savoir mais j'ai un rapport assez compliqué avec l'alcool, l'alcoolisme, etc. Ça fait entre autres partie de mon histoire, pas de la mienne forcément mais voilà de mon entourage, etc. Enfin j'ai toujours grandi un peu avec ça au-dessus de la tête, et du coup voilà, quand j'ai vu ça je me suis dit ça me parle, enfin je dois le lire. C'est très très dur, je voulais le résumer. Mariko est aujourd'hui autrice de manga, mais sa vie n'a pas été facile. Élevée dans un foyer peu aimant entre un père alcoolique et une mère embrigadée dans une secte, elle a dû grandir trop tôt. Découvrez dans son autobiographie comment, de la petite enfance jusqu'à sa vie d'adulte, elle a lutté quotidiennement pour trouver sa place dans ce monde. Abordant frontalement une thématique trop souvent passée sous silence, Mon père alcoolique et moi traitera de manière plus ou moins approfondie d'autres sujets,
Violence faite aux femmes, société patriarcale, hypocrisie du monde des adultes, pression sociale pour faire des enfants, enfermement psychologique, reproduction du schéma familial, une œuvre dure et réaliste qui ne laisse pas indifférent. Effectivement, c'est très dur. Enfin, je ne m'attendais pas en fait à quelque chose d'aussi dur, peut-être avec le dessin qui fait assez enfantin. Derrière aussi, vous avez un petit aperçu qui donne quand même une idée du côté grave de la situation, enfin même de l'écriture. Mais je m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi dur. Déjà, l'alcoolisme du père de l'héroïne, il est vraiment dépeint de manière très précise, très réaliste. On voit à quel point ça a dû la faire souffrir. On s'attache à l'héroïne, donc on s'identifie. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, en fait, c'est qu'à un moment dans le bouquin, c'est pas vraiment un spoil, de toute façon, je me sens un peu obligée d'en parler, c'est qu'à un moment dans le bouquin, elle rencontre un homme, donc quand elle est adulte, donc elle prend toujours soin de son père, et à un moment, donc elle rencontre un homme qui est violent, donc qui boit aussi, mais qui lui a l'alcool violent. Son père a pas l'alcool violent, même s'il y a une ou deux fois où ça a failli déraper, mais c'est juste, voilà, il boit, il dort, il dit de la merdouille, enfin voilà, c'est plus de l'alcool rigolo, même si c'est pas drôle du tout, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, le mec qu'elle rencontre est agressif, est violent et l'humilie constamment en fait. Et elle se dit que bah, c'est normal, donc c'est la norme, c'est toujours ce qu'elle a vécu, enfin, l'alcool fait partie de sa vie, elle se satisfait de cette situation pendant longtemps, elle a même failli épouser ce mec là, alors que le gars depuis le début il est horrible. Et j'ai trouvé ça d'une violence, mais même envers nous lecteurs, parce qu'on se prend ça dans la gueule quoi. On doit la voir faire ses choix, on doit la voir... ça nous fait réaliser que ça existe et que c'est possible en fait, que des amis à vous, si ça se trouve, si elles sont avec des mecs cons, c'est vraiment que dans leur tête elles sont persuadées d'être inutiles, d'avoir droit qu'à ça, et c'est d'une tristesse sans nom en fait. C'est même quand elle a le choix, elle prend la même chose que ce qu'elle ne peut plus souffrir chez elle, donc c'est le fait que c'est une autobiographie en plus rajoute beaucoup, puisque quand c'est un roman, tu sais, tu peux dire ouais c'est un peu exagéré, franchement dans la vraie vie personne ferait ça. Là c'est une autobiographie, donc en fait non, donc c'est la réalité, donc ça te met le nez dedans si tu veux, ça te fait voir cette partie là que pas mal de gens refoulent, ou pas mal de gens justement décrédibilisent en mode ouais c'est pas possible, faut pas être con. Là tu le prends dans la gueule quoi, et il est pas long hein, heureusement, parce qu'il est dur je vous dis hein, mais il est pas long, les dessins sont mignons. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, mignon, et en même temps justement c'est cette candeur qui est, voilà, elle par exemple c'est l'héroïne, vous voyez, c'est vraiment c'est la candeur incarnée, c'est même le papa, ouais, bon là par exemple le papa fait peur hein, mais encore les traits sont très enfantins, mais là par exemple il dort, enfin ça reste des dessins vraiment doux. C'est pas agressif, c'est pas fait pour faire peur, et c'est cette candeur qui effraie encore plus, parce qu'on voit vraiment toute l'horreur de la vie adulte à travers des regards d'enfant, même quand elle est adulte elle-même en fait. Et ouais, je pensais pas être autant touchée, et j'étais vraiment mal à l'aise quand j'ai fermé le bouquin. Heureusement, bon, ça s'arrange, vous vous en doutez, elle a publié ce manga, elle a réussi à dépasser ses démons, heureusement pour elle, je suis vraiment heureuse pour elle, parce que du coup j'ai l'impression de la connaître un peu, mais je pense que c'est un livre qui peut faire du bien, et qui peut éventuellement sauver des gens qui sont concernés. Parce que quand on est dedans, en fait, on se rend pas compte que c'est pas normal. On se dit qu'on a que ça, on se dit qu'on n'a pas à plaindre, que ça pourrait être pire, qu'au moins il frappe pas, qu'au moins il fait pas ça. Et non, en fait, c'est pas normal. Donc, c'est un livre qu'il est nécessaire de lire, je pense, pour les personnes concernées, et qui peut également rappeler les choses aux personnes qui ne le sont pas. Donc, si vous avez l'occasion, lisez-le, parce que c'est le genre de rappel qui est nécessaire, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit. C'est pas normal, et on a le droit de gueuler, et on a le droit de se faire respecter, et on a le droit d'arrêter ce genre d'horreur. Donc, courage à toutes celles qui subissent ce genre de situation, vous n'êtes pas seuls. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls, il y a des gens pour vous aider, vous n'êtes pas seuls, tout simplement. Ensuite, on continue dans les lieux joyeux. Dans la dernière vidéo Choupe Courrier, j'ai reçu 2 bandes dessinées envoyées par Marine, donc une de mes modos, les 2 premiers tomes de la bande dessinée Mouse, donc vous avez le tome 1 et le tome 2, dans l'autre sens peut-être, dans le tome, voilà, tome 1, tome 2, comme vous devez vous en douter avec la couverture, c'est pas très joyeux. Je vais essayer de vous lire, je vais vous lire le premier résumé, je l'avais lu dans le dernier Choupe Courrier, mais ça mérite bien un petit rappel. Je vous lis le résumé qui est sur le tome 1, le tome 2 de toute façon n'en possède pas, il faut savoir que c'est la suite. En gros sur le tome 1 vous avez principalement le point de vue du père, sur le tome 2 vous avez principalement le point de vue du fils, mais les 2 histoires sont liées, c'est la continuité donc... Maus raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et de son fils, auteur de bande dessinée, qui cherche un terrain de réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l'histoire avec un grand H. Des portes d'Auschwitz au trottoir de New York se déroule en 2 temps, les années 30 et les années 70, le récit d'une double survie. Celle du père, mais aussi celle du fils, qui se débat pour survivre aux survivants. Ici, les nazis sont des chats et les juifs des souris. Oubliez vos préjugés. Ces souris-là ont plus à voir avec Kafka ou Orwell qu'avec Tom et Jerry. Ceci est de la vraie littérature.
Alors, j'avais tiqué sur cette dernière phrase quand j'ai lu le résumé la dernière fois en ouvrant le courrier de Marine, parce que je trouve ça assez pompeux et je trouve ça assez dérangeant, parce qu'une bande dessinée normale peut être de la grande littérature également. Enfin voilà, il y a une différence de classe qui m'a dérangée, mais c'est du chipotage. L'histoire en elle-même était passionnante. Je n'ai pas pu lâcher les 2 tomes, j'ai dû enchaîner les 2 et c'était très 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 bon. Alors je vous montre rapidement un peu les dessins. C'est sombre, c'est noir. Moi, d'habitude, ce genre de dessin, je n'aime pas trop. C'est-à-dire que j'aime pas trop quand il n'y a pas de couleur, mais en plus, quand c'est tout serré comme ça, enfin, c'est un peu indigeste au visu, tu vois. Et en fait, ça se lit extrêmement bien. Kim, pour vous dire, il est un peu comme moi, il aime pas spécialement ce type de dessin. Et quand il a vu les BD le soir, il fait « Oh, t'as reçu ça et tout ça ?» Et il regarde, il fait « Oh !» Il a commencé, il a pas lâché le tome de toute la soirée en fait. Voilà, donc pour vous dire, ne vous laissez pas appréhender si comme moi ou comme Kim, vous n'aimez pas forcément ce type de dessin, vraiment on passe au-dessus et l'histoire est très 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 prenante. Déjà pour l'histoire avec un grand H, c'est un témoignage super intéressant parce que on a affaire à un homme qui a survécu au camp, qui s'est battu, qui a résisté de plein de manières différentes, qui a essayé de ruser à chaque fois pour s'en sortir. Et c'est très intéressant de voir la différence entre l'homme qu'il était à ce moment-là et le grand-père qu'il devient du coup au moment où il raconte cette histoire. Il devient donc un vieux un peu acariâtre, très radin, insupportable. Sa nouvelle femme, il n'arrête pas de l'humilier. Enfin, quelqu'un de difficile à vivre en fait. Et le fils d'ailleurs a beaucoup de mal à le supporter. Et c'est pareil, la relation père-fils est très très bien creusée parce qu'on sent bien la culpabilité de l'auteur en fait de pas réussir à comprendre et même à aimer ce père qui est acariâtre, qui est dur quoi, il est vraiment très dur, et en même temps cette envie de le comprendre et cette envie de faire le lien entre son passé et son présent, enfin c'était très très intéressant, très très beau et je ne peux que vous le conseiller. Les 2 tomes sont rassemblés en plus dans le même coffret, donc si vous avez l'occasion de les lire ou de les acheter, pour le coup je vous le conseille. J'ai vu d'ailleurs que certains me posaient la question, je mets à chaque fois les titres et les liens Amazon des livres dont je parle dans la description. Donc si vous cherchez le lien ou si vous voulez un titre ou un auteur, tout est noté à chaque fois. N'hésitez pas à aller regarder, la barre d'infos est là pour ça à la base. Hein. Donc ouais, honnêtement, très très bonne découverte. Ça ne m'a pas fait déprimer, je tiens à le dire. Non, parce que j'ai un entraînement par rapport aux livres sur la Seconde Guerre mondiale qui doivent expliquer ceci, mais j'ai vraiment passé un moment très intéressant, assez dur à certains moments, mais les larmes aux yeux, pas tant pour la gravité historique justement que pour la relation père-fils, que j'ai trouvé vraiment très bien dépeinte. Et on se rend compte un petit peu de ce que ça devait être en fait, l'après-guerre. Parce que ça pour le coup, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de témoignages. On a beaucoup de témoignages sur les camps, sur le retour à la maison, et après ça s'arrête. En général, la partie des récits de survivants, en tout cas ceux que j'ai pu lire, se passent pendant la guerre. Et une fois que c'est terminé, il y a 1 ou 2 pages pour dire que c'était pas facile de s'acclimater, et puis basta. Évidemment, il y en a qui le traitent, hein, genre Marguerite Duras qui a fait des romans magnifiques, enfin, il y en a plein. Mais j'en ai quand même lu peu par rapport à tous les témoignages sur les camps, alors que là, c'est très complet. On a vraiment autant de textes en fait sur l'après-guerre, sur l'acclimatation en fait pour revenir à la vie normale, que du témoignage sur les camps ou l'avant-guerre même. Donc c'était vraiment, c'est vraiment toute une vie qui est dépeinte et c'était passionnant. Voilà, je regrette même qu'il n'y en ait pas un 3e ou un 4e tome parce qu'on a envie d'en savoir encore plus. Parce que du coup on se rend compte, donc c'est le fils qui recueille les témoignages de son père et à un moment son père meurt, donc il a plus de témoignages, il n'a plus rien et c'est dommage, c'est dommage. On a juste envie que ça continue et d'en savoir encore plus, de comprendre, de faire le lien, de tous les liens possibles, parce qu'évidemment il y a des lacunes aussi. Le monsieur se rappelle pas de tout, il y a des personnages qu'il a oubliés, des anecdotes, et c'est là qu'on se rend compte que en fait, notre histoire elle tient vraiment à peu de choses en fait. Là en l'occurrence cette bande dessinée est basée sur les souvenirs d'une personne, et c'est là qu'on se rend compte que c'est important de parler à nos grands-parents, de noter tout ce qui est possible. Moi je sais que ça m'a fait bader parce que bon là actuellement on est en 2018, bientôt 2019, c'est bientôt Noël, et il y a plus grand monde qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale, qui est encore en vie de nos jours. Et on a perdu tellement de témoignages, en fait, parce que c'est assez récent qu'on s'intéresse à cette époque, enfin assez récent, on se comprend, mais il y a tellement de gens qui n'ont jamais raconté. Il y a tellement de gens qui n'ont pas partagé ce qu'ils ont vécu. Et je dis ça pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est valable pour tout le reste aussi. Maintenant, avec Internet, on a de plus en plus de témoignages, tout le monde raconte un peu sa vie, puis il y a les photos, tout tourne. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc tout ça, il y a tellement de choses qu'on ne saura jamais. Et ouais, moi ça m'a fait bader. C'est plus ce point de vue là en fait où justement on voit le fils qui essaie de nouer tous les souvenirs, de relancer son père sur certains trucs, et le père il fait mais je sais plus, j'ai oublié. Et là on se dit merde, on le saura jamais. Lui il le saura jamais. Enfin voilà, moi c'est ça qui m'a, c'est le rapport au temps et aux souvenirs qui m'a beaucoup touchée. Donc ouais, très très beau moment, pas forcément facile mais intense et qui vaut la peine d'être vécu, honnêtement. Et enfin, pour finir sur une note plus légère, j'ai lu un livre qui était dans ma pile à lire depuis des mois et des mois, que l'une d'entre vous d'ailleurs m'a envoyé, La sélection de Kerakas. Oui.
Je l'ai fini il y a genre 4-5 jours. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, qu'il était dans ma pile à lire, mais je sais pas, à chaque fois je reportais, ou j'avais pas le temps, ou... Mais ouais, ça fait des mois, c'est une d'entre vous qui me l'a envoyé, d'ailleurs elle m'avait également envoyé l'élite, donc qui est le tome 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce truc? Déjà, résumé. 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Tout jeu comporte des règles, et les règles sont faites pour être transgressées. Alors, je vous cache pas que, de base en fait j'avais pas envie de l'acheter moi, je pensais l'emprunter à la Bibli, mais du coup l'abonné me l'a offert, je la remercie beaucoup, je trouve la couverture sublime, hein. Clairement c'est le truc qui donne envie de le lire à la base. Moi je vous cache pas que de base, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ok c'est un bachelor, bachelor pour ceux qui connaissent pas, hein, c'était une émission de télé-réalité où il y avait un mec avec une rose qui avait un harem de 50 meufs, et les meufs devaient se battre en gros pour le pécho, alors qu'en général il était moche, sûr de lui et arrogant, voilà super. Donc en gros c'est un bachelor, hein, et je me suis dit, niveau valeur de la femme, ça risque de me décevoir un brin, tu vois, moi j'aime pas trop les livres où les femmes sont des trucs jetables, tu vois, enfin voilà, c'est pas trop mon délire. Et en fait, eh ben c'est une bonne surprise. Alors, je dirais pas que c'est la fine fleur de la littérature, je dirais pas que c'est le roman le plus parfait que j'ai lu, ni que c'est celui dans lequel je me suis le plus reconnue, hein, on va pas, non, ça on oublie, hein, c'est pas dans le top de mes chefs-d'œuvre de ma vie, mais c'est un bon moment et c'est loin de transmettre les valeurs qui me faisaient peur, justement. Donc, America, c'est une 5, il me semble. La société est divisée en différentes castes. Donc, 1 à 8. 1, ils sont extrêmement riches, en gros, c'est la royauté. 2, c'est des gros princes, enfin, c'est la richesse et la noblesse. 3, des gros bourgeois. 4, des fonctionnaires. 5, des artistes, etc. Plus tu descends, à 8, c'est des... En gros, 8, c'est des pauvres. Mais des pauvres, mais c'est Nottingham quand il y a le prince Jean, tu vois. C'est vraiment les pauvres bas de gamme, les pauvres, quoi. Vraiment, les pauvres, ils meurent de faim. Et du coup, la société est divisée de cette manière-là. America est une 5, c'est-à-dire que c'est une artiste. Elle joue du violon, elle chante, etc. Et donc, elle a de l'argent, mais pas trop. Il y a des fois où elle a un peu faim, mais pas trop. C'est une caste un peu middle, tu vois. Donc, c'est te dire, si elle a de temps en temps faim, t'imagines les 8, hein. Elle participe à ce truc-là. Alors les mariages entre castes, c'est possible, mais évidemment, il faut toujours que tu vises plus haut. Et elle manque de bol, elle est tombée amoureuse d'un mec qui était en 8. C'est pas de bol, hein. Du coup, le mec, il dit non, c'est pas possible. Donc c'est Aspen, hein. Aspen, il dit non, mais c'est pas possible, je suis trop malheureuse. J'ai envie de dire, t'aurais pu te réveiller plus tôt parce que ça fait perpète qu'il se voit dans les arbres en cachette, etc. Bref. Donc, il l'envoie chier, hein, en mode oui, de toute façon, je vais te ruiner, participe au truc. Parce que donc, c'est un concours. C'est toutes les filles à marier, en gros, envoient leur candidature si elles en ont envie. Elle participe, la mort dans l'âme, elle est sélectionnée et elle rencontre le prince. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de sa mentalité. C'est-à-dire qu'au départ, elle a beaucoup d'a priori, ce qui est normal, hein, elle a pas beaucoup de thunes, elle voit le truc comme moi je voyais, comme un bachelor, elle avait pas envie de participer. Au final, elle se rend compte que le prince est sympa, beaucoup plus attachant que ce qu'elle pensait. C'est pas du tout un mec sûr de lui, arrogant, etc. C'est un mec sensible qui essaie de faire de son mieux aussi comme il peut. Et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette évolution là, le fait qu'elle reste pas campée sur ses idées reçues, même si elle y reste quand même un moment, qu'elle apprenne à le connaître, qu'il y a un vrai truc. Maintenant, il faut voir. Est-ce que c'est un gros tome d'introduction à voir? Est-ce que du coup le tome 2 creuse beaucoup plus? Parce qu'on nous parle donc des castes, on nous parle vite fait de l'histoire qui s'est passée, vite fait qu'il y a des renégats qui attaquent le palais souvent, qui cherchent quelque chose mais on sait pas quoi. C'est vraiment... On t'envoie des mietouilles, tu vois, et genre toi t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu sais pas, il y a plein de... En gros toute l'histoire, tout le background, tu le connais pas, tu sais, comme elle, tu connais que ce qu'on veut bien te donner, et elle c'est la même chose, le peuple n'est pas tenu au courant de ces choses-là. Et du coup c'est très intéressant, mais t'es grave sur ta faim, hein, parce que t'as quand même vachement du truc de bachelor là, où tu rencontres les autres meufs, alors évidemment t'as des grognasses finies, hein, la pire pestouille blondasse, c'est niveau, elle c'est une 2, alors je suis une bourgeoise, enfin bon, insupportable, évidemment le prince l'aime bien aussi, enfin voilà. T'as ce côté compétition entre meufs qui moi me fatigue un peu, mais qui est rendu légitime aussi parce qu'elle elle sait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle pense encore à son ex, enfin c'est bien amené pour que ce soit pas lourd à lire, mais honnêtement je vais lire le tome 2, pas forcément tout de suite, hein, mais je vais lire le tome 2 et du tome 2 dépendra beaucoup. Je pense que c'est un peu comme Phobos, Phobos par exemple le tome 1 m'avait convaincu, mais à voir la suite et le tome 2 m'a dégoûté à vie, donc à voir comment ça évolue. Est-ce que ce sera un Phobos ou est-ce que ce sera la passe miroir? Par exemple, la passe miroir c'était l'inverse. Je suis dans le doute, je suis dans l'expectative. En tout cas, le tome 1 est agréable à lire, les persos sont sympas.
Encore une fois, c'est pas des caractères incroyables, mais c'est intéressant, c'est un bon divertissement, et je soupçonne qu'il peut y avoir beaucoup plus intéressant si on gratte un peu. Donc j'ai envie de gratter, on verra bien. S'il y a rien à gratter de plus, tant que ça commence pas à me balancer des messages dégueulasses comme dans Phobos, ça m'ira très bien, hein. Mais voilà, je suis donc... Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, je peux pas dire que c'est une grosse merdouille. Pour le moment, je suis dans le ventre mou, tu vois, je suis en mode oui, c'est bien. C'est sans patoche, donc à voir. En tout cas, Aspen m'énerve et le prince aussi. Voilà. Moi, me concernant, j'aurais pris aucun des deux au final, hein. Mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut, America. Au final, elle s'en tire plutôt pas mal quand même. Et voilà. Donc j'ai quand même pas trop mal lu. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé, mais vous savez que je ne peux pas faire autrement, c'est en moi de causer, n'est-ce pas? Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures du mois. Est-ce qu'il y a des bouquins que vous avez déjà lus par vous-même? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce qu'il y en a qui vous tentent particulièrement? Est-ce que dans les 5 œuvres dont j'ai parlé, il y en a une ou deux qui vous titillent, tu vois, qui vous interpellent? Et n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous me conseillez et ce que vous avez lu ce mois-ci. Parce que vous savez que je suis toujours en quête de nouvelles références. Livre Addict peut en attester, d'ailleurs je mets le lien si vous voulez de mon Livre Addict, parce que c'est là que je note en gros les livres que je veux, ma wishlist, ma pile à lire, etc. C'est très pratique, donc c'est là-dessus que je note dès que vous me donnez une référence qui me parle un petit peu, ce qui fait que j'ai une wishlist de plusieurs centaines de livres. Et voilà, c'est pas grave, j'ai toute ma vie pour les lire, donc on n'est pas pressé, hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour le secret d'Henri. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.